Écoutez, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de pouvoir vous retrouver aujourd'hui aux côtés de Jean-Noël pour vous parler orientation et reconversion, dans un domaine d'avenir qui est la cybersécurité, qui est un secteur très très vaste, on va le voir aujourd'hui. On remercie Rotimi de nous avoir invités pour parler de ce sujet aujourd'hui. Je vais me présenter. Je suis Clara Fouché, je suis consultante en cybersécurité et plus particulièrement du côté gouvernance, donc en GRC, gouvernance, risque et conformité. Je suis accompagnée, comme je vous l'ai dit, de Jean-Noël Loriot, que je vais laisser se présenter. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, de mon côté, j'ai plusieurs casquettes dans le numérique et on va dire que mon parcours dans la cybersécurité est en construction et justement, ça nous semblait judicieux de pouvoir combiner la complémentarité voilà, de nos parcours, de nos cheminements et de là où on en est. Et on va donc vous présenter respectivement nos parcours un petit peu plus en détail et puis nous donner notre avis sur les métiers de la cybersécurité. Alors, il y aura peut-être une petite latence au niveau des slides, hein. On vérifie en même temps que, que ça s'affiche correctement sur vos écrans. Super. Alors, je vais commencer du coup. J'ai touché mon premier clavier informatique en 1986. Je pense que pour un certain nombre d'entre vous, peut-être, voilà, c'est une époque qui vous parle. Donc, j'ai commencé avec le clavier d'un Amstrad CPC 6128. Donc c'est comme ça que j'ai fait mes premiers pas dans l'informatique et notamment donc en basique. Et vraiment, ça a été une sorte de révélation. Donc je me sentais chez moi, j'étais bien, j'étais vraiment fasciné par cet univers. Voilà, je découvrais presque en même temps les films Tron et Wargames, donc pour celles et ceux qui connaissent. Alors chacun dans son propre registre, hein, mais c'était juste vraiment incroyable. Et j'imaginais juste du bout des doigts seulement à quoi pouvait ressembler le futur, donc au point de vue informatique et numérique, dans ce qu'il pourrait avoir de meilleur comme de pire. En tout cas, selon l'idée que je m'en faisais à l'époque. Et puis je me suis acheté donc mon premier ordinateur quand j'étais adolescent et je me suis amusé avec. Donc j'ai rencontré des gens en ligne, j'ai appris, alors seul, et puis grâce à d'autres via des forums et des canaux IRC. Et c'est comme ça que j'ai configuré au fil du temps mon premier disque dur en dual boot avec Windows 3 et Linux. Donc à l'époque, hein, ça a été aussi ma découverte du monde de ce qu'on appelle le monde du libre et de l'open source. J'aurai l'occasion d'y revenir euh, un petit peu plus tard. Et puis j'ai fait du développement au club d'informatique de mon lycée. On était deux hein, dans le club d'informatique. Donc on était vraiment des marginaux ou des atypiques. Donc j'ai commencé en Turbo Pascal. Et puis j'ai été bêta-testeur pour Windows 95 et j'ai codé mon premier site internet à la main, donc c'était à la fin des années 90. Voilà, j'aurais tellement aimé faire des études en informatique, mais à l'époque, mon dossier scolaire et le système scolaire ne m'ont pas vraiment permis de réaliser ce rêve à l'époque. Et bon, voilà, c'est à la fois triste et ironique. Et j'ai été identifié vraiment dans mon lycée comme le gars bizarre, solitaire, le geek de service, et les profs qui ne faisaient même pas partie de mes profs, qui venaient me chercher avec l'autorisation des miens pour justement pouvoir régler des problèmes voilà, au niveau des ordinateurs, de l'utilisation de l'informatique. Voilà, tout ça pour dire que ça a toujours été une passion voilà, depuis 40 ans. Et voilà, mais je rentrais pas vraiment dans les cases. Et j'ai donc finalement quitté l'école en même temps que j'ai ghosté mon bac professionnel. Et donc, ben, pour tout un tas de raisons, j'ai pas pu vraiment travailler dans le domaine de l'informatique pendant très longtemps, ce qui m'a pas empêché de constater en fait dans les différentes entreprises et les différents postes que j'ai occupés, ce que je considérais être comme des pratiques informatiques, on va dire un petit peu singulières, ou en tout cas pas toujours optimisées, pas forcément sécurisées. Et je continuais de mon côté, à titre personnel, à monter en compétences. Alors là aussi, j'étais toujours le gars bizarre qu'on venait chercher quand il y avait des soucis et quand il y avait besoin d'utiliser certains logiciels et que voilà, il n'y avait pas de forcément de service DSI ou autre dans les entreprises où j'ai travaillé. Et c'est finalement plus tard, donc une vingtaine d'années après, que j'ai suivi le MOOC de sécurité numérique de l'ANSSI, donc l'Agence nationale de la sécurité
des systèmes d'information, et que j'ai eu l'occasion de faire un DU, donc un diplôme d'université en transformation numérique des organisations. C'est d'ailleurs dans ce DU que j'ai eu l'occasion de rencontrer Clara. Et c'est suite à ce DU que je travaille depuis comme indépendant, comme solopreneur dans le numérique, en privilégiant donc l'utilisation du libre et de l'open source. Alors j'ai plusieurs casquettes, hein, comme je le disais tout à l'heure. J'interviens à la fois comme chef de projet digital, donc ça va de la réalisation de sites internet ou d'intranet. J'interviens aussi comme formateur en compétences numériques. J'interviens beaucoup en tant que formateur de formateurs. Je fais également de l'intégration web et plus spécifiquement sur des plateformes de formation en ligne, donc pour digitaliser en fait les activités de formation des centres de formation, toujours en privilégiant le libre et l'open source, parce qu'il existe beaucoup de plateformes de formation en ligne, mais qui sont en général américaines, et voilà, je ne suis pas du tout là-dedans. Et puis une dernière casquette de rédacteur web SEO. Voilà, donc j'écris pour le web et dans l'objectif d'optimiser le référencement naturel. Et donc dans le cadre de mon activité, je fais ce que j'appelle à mon niveau de l'hygiène numérique, donc en conseillant mes clients sur de bonnes pratiques, voilà, en les invitant à se questionner sur le sujet de la cybersécurité, de la sécurité numérique en général, et puis aussi celui de l'indépendance numérique. J'ai rédigé quelques articles sur mon blog institutionnel en relation avec la cyber. Et puis j'ai rejoint donc il y a 2 ans une association donc qui est basée à Paris, mais qui a une activité sur tout le territoire national, qui est le CEF6, donc le Cercle des femmes de la cybersécurité. Et je fais partie notamment du pôle sensibilisation de l'association, où je contribue à la création, alors aussi avec Clara, hein, on est tous les deux dans ce pôle sensi. Et voilà, on contribue tous les deux avec de la création de contenu destiné aux plus jeunes, voilà, pour les sensibiliser, en tout cas à leur usage et à leurs données personnelles en ligne. Alors quand je parle de jeunes, de mineurs, on va dire que ça va voilà, de la création de contenu de 5 à 15 ans. Je participe aussi de mon côté à un projet de recherche-action piloté par l'Université catholique de Lyon qui porte sur l'intelligence artificielle et les neurosciences dans l'éducation. Puisque, alors j'ai oublié de le dire, mais j'ai une dizaine d'années d'expérience dans le monde professionnel, dans le domaine de la formation et du développement des compétences. J'ai occupé différents postes. Alors j'ai commencé dans le domaine sportif en tant qu'entraîneur. J'ai ensuite été formateur en français langue étrangère, notamment beaucoup en Chine, où j'ai vécu pendant 5 ans. J'ai été responsable pédagogique à Shanghai. J'ai été formateur en management interculturel franco-chinois quand j'étais de retour en France, et puis responsable formation voilà, d'une structure nationale d'insertion professionnelle et de formation. Donc tout ça pour dire que voilà, je ne suis jamais loin en tout cas de la cyber, de la formation et des nouvelles technologies. Donc moi je me situe en fait un petit peu au carrefour de tout ça. Et entre-temps, donc comme je vous disais au début de ma présentation, j'ai ghosté mon bac pro, hein. J'ai été autodidacte pendant une quinzaine d'années, donc j'avais vraiment 0 diplôme. Et donc j'ai repris des études sur le tard. J'ai fait une première reprise d'études pour obtenir ce qu'on appelle un DAEU, donc c'est un diplôme d'accès aux études universitaires qui est l'équivalent du bac pour les personnes voilà, qui n'ont pas le bac. J'ai fait ensuite une deuxième reprise d'études en sciences humaines et sociales, notamment en psychologie et avec une maîtrise en psychologie clinique. Et puis donc je parlais de tout à l'heure de mon DU en transformation numérique des organisations. Ça a été ma troisième reprise d'études. Donc voilà, ça me permet en fait toute cette expérience et cette formation, ça me permet vraiment d'avoir une sorte de prise de hauteur sur les outils et les usages dans le numérique. Et donc mon projet aujourd'hui, c'est vraiment de monter en compétences en réseau informatique et en développement, et de pouvoir contribuer davantage au monde de la cyber, et plus spécifiquement avec des outils libres et open source, et puis aussi justement à travers ce biais-là de garantir une meilleure indépendance et une souveraineté numérique. C'est quelque chose vraiment auquel je suis très sensible. Et puis je m'intéresse aussi beaucoup à ce qu'on appelle l'OSINT, hein, donc en anglais. Donc on va dire qu'en français, c'est tout ce qui est investigation numérique avec des données dites ouvertes. Voilà, donc je vais laisser maintenant la place à la présentation de Clara. Merci beaucoup Jean-Noël pour ce partage. Vraiment, j'adore ton parcours de grand autodidacte et je suis toujours impressionnée du nombre
de formation et d'auto-formation que tu as réalisée. Puis maintenant, te voir toi-même donner des cours et des formations à d'autres personnes, à des entrepreneurs notamment, pour les aider à se lancer en connaissant les bonnes pratiques numériques, voilà. C'est vraiment un parcours très inspirant, donc merci à toi. Et oui, et du coup, on a fait connaissance durant mes études. Finalement, on a des parcours totalement différents, mais on s'est quand même retrouvés à travailler dans le même domaine. C'est ce que je trouve vraiment magnifique en fait dans ce secteur de la cybersécurité. Si je devais résumer mon parcours, il faut savoir que je suis partie de loin. J'ai jamais vraiment aimé les mathématiques, donc je n'ai jamais aimé, je n'aime toujours pas les mathématiques, ni l'école, mais j'ai toujours été attirée par le numérique. Et quand j'ai dû choisir mon orientation, on m'a tout de suite fait comprendre que clairement les métiers de l'IT et de la cybersécurité, c'était pas pour moi, qu'il fallait un profil scientifique et matheux pour atteindre ces métiers. Donc j'ai suivi ce qu'on m'a dit, hein. J'ai fait un bac littéraire et après j'ai étudié à l'université de Jean Moulin Lyon 3 où j'ai fait une licence de droit privé. Là, on m'a directement catégorisée, on m'a dit « Ah, toi, tu seras avocate ou greffière ou gendarme ou juge ». En fait, c'était les seuls métiers, entre guillemets, envisageables pour ce diplôme. Enfin, c'est ce qu'on me disait. Mais pour moi, le droit, c'est pas ce qui m'attirait finalement le plus. Et je voulais pas forcément continuer à me spécialiser sur cette voie. Donc en fait, pendant ma dernière année de licence de droit, j'ai eu l'opportunité plutôt, de travailler comme assistante DPO. Donc DPO qui est délégué à la protection des données personnelles. J'étais en CDD auprès de la DPO de l'université de Lyon 3 qui était rattachée à la présidence. Et en fait, c'est à ce moment-là que j'ai découvert l'univers de la protection des données personnelles. Donc ça m'a immédiatement passionnée pour ce domaine. J'ai énormément appris durant toutes ces années de pratique. Notamment à travers cette expérience, j'ai pu réaliser qu'il existait un énorme gouffre entre la théorie et la pratique et qu'en fait on apprend énormément sur le terrain, en entreprise, plus qu'à l'école, où à l'école on va plus acquérir de la méthodologie et de la rigueur. Donc finalement en fait en l'espace d'un an, Lucie Lebarreau, donc la DPO de Lyon 3 de l'époque, m'a appris tous les rouages de la conduite du changement et de la mise en conformité RGPD. Donc le RGPD qui est le règlement européen sur la protection des données personnelles, c'est une norme en fait européenne qui vient venir protéger les citoyens européens contre l'utilisation de leurs données personnelles. De nos jours, les personnes morales, donc les entreprises notamment, mais aussi toute identité qui collecte des données, donc par exemple des associations, doivent respecter ce règlement qui va imposer des règles assez strictes, notamment en matière de conservation, de traitement, de sécurisation des données personnelles. Mais on y reviendra tout à l'heure. J'ai par la suite effectué le fameux DU de transformation numérique au District Campus de Lyon, où j'ai donc pu faire la connaissance de Jean-Noël. Cette formation, elle m'a donné un regard plus pragmatique sur les questions de transformation au sein des organisations et voir les choses plus du côté stratégique. Donc, par la suite, j'ai décidé de me lancer en freelance comme consultante RGPD. Là, j'ai eu l'occasion d'accompagner un cabinet d'avocats, un entrepreneur qui développait une application, une société de bilan de compétences et j'ai accompagné le DPO d'un GIE dans le secteur industriel. Selon moi, ce qui est vraiment intéressant dans le métier de consultant, donc tout secteur confondu, c'est qu'on va toucher à tout, à plein de secteurs, rencontrer différents process, différents métiers. C'est vraiment très très formateur. Le consultant, il va aussi bien accompagner un gros groupe qu'une petite start-up ou une PME. Et au-delà de la taille de l'entreprise, il va pouvoir découvrir différents domaines d'activité, comme la santé, le secteur industriel, la mode, l'artisanat, le domaine légal. C'est d'ailleurs au cours d'une expérience dans le secteur industriel que j'ai découvert les métiers de la cybersécurité, en travaillant avec le RSSI du groupe. Ça a éveillé en moi un intérêt donc, pour le domaine de la cybersécurité. Et moi, j'étais vraiment du côté consulting, RGPD, juridique, sans m'être vraiment auparavant intéressée à la dimension cyber qui touchait tout de même mon domaine. J'en avais pas autant conscience. Mais finalement, en étudiant les problématiques RGPD, je me suis rendu compte qu'il existait vraiment un lien très étroit entre la cybersécurité et le monde juridique.
et qu'en fait on ne pouvait pas avancer l'un sans l'autre. Par exemple, on ne peut pas faire une bonne conformité RGPD si les recommandations cyber ne sont pas respectées. Il est difficile de vérifier si tout ce qu'on a préconisé est appliqué lorsqu'on ne connaît pas un minimum le monde de la cyber et de la technique. En tant que juriste, je vais m'efforcer de contrôler l'utilisation adaptée des données collectées par une entreprise par exemple, mais si derrière le système d'information, donc on va dire l'ordinateur qui stocke les données, il n'est pas protégé, par exemple par un mot de passe, tout le travail effectué en amont peut être réduit à néant. Là, on est dans la gouvernance. C'est la même chose. Je peux rédiger les plus belles mentions légales et politiques de protection de données possibles. Si moi, j'indique qu'il n'y a aucune donnée qui est envoyée à un tiers et que le développeur derrière, il va coder exactement l'inverse, tout ce qu'on a proclamé publiquement, on va avoir des soucis. Donc voilà. C'est pour ça que j'ai voulu acquérir cette double casquette juridique, donc conformité, et cyber, un petit peu plus technique, pour permettre en fait d'organiser une sorte de gouvernance optimale dans n'importe quelle structure que je pourrais accompagner en tant que consultante. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on a besoin de juristes pour gérer les éventuelles conséquences d'une cyberattaque, par exemple, gérer le côté organisationnel, anticiper en amont les conséquences et savoir faire face aux conséquences pénales, par exemple, d'une cyberattaque, ou encore gérer la question des cyberassurances, les négociations aussi, en cas de ransomware, et aussi savoir réaliser des exercices de gestion de crise. Ça, c'est ce que je préfère faire. Il y a quelques années, je ne vous cache pas que j'avais beaucoup de préjugés sur les métiers de la cybersécurité, comme beaucoup de personnes d'ailleurs. Je pensais que ces métiers étaient inaccessibles quand on n'avait pas de compétences poussées en mathématiques ou en statistiques, de manière générale en sciences. Je pensais vraiment que c'était destiné qu'aux ingénieurs et aux informaticiens. Et finalement, j'ai trouvé ma voie à travers une dimension plus juridique. Et c'est aussi pour cette raison que j'ai décidé de reprendre des études. Et j'ai terminé ma spécialisation dans un master de droit du numérique, cybersécurité, cyberdéfense. Au niveau professionnel, je ne me suis jamais posé la question du manque de légitimité par rapport à mes collègues masculins, mais j'ai quand même pu être interpellée par le nombre très réduit de présence féminine au sein des métiers techniques de la cybersécurité, et encore plus au niveau du secteur industriel, là on n'en parle pas. Dans la DSI où je travaillais, vraiment, j'étais la seule femme du service, et on m'a donné l'impression que certains secteurs étaient encore bien genrés, comme dans le secteur industriel par exemple. Et quand je parle aux femmes de mon réseau, j'entends souvent parler de discrimination positive et des réflexions comme si tu as été prise, c'est parce que tu es une femme, parce que tu es rentrée dans le quota, tu serais jamais rentrée à l'école 42 si tu étais un homme. Enfin, j'ai du mal à comprendre pourquoi aujourd'hui en 2023 on entend encore ce type de réflexion. Et j'ai l'impression que parfois les femmes doivent toujours montrer patte blanche, se montrer plus qu'excellentes dans les filières masculines, pour avoir une chance d'être considérée entre guillemets au même niveau, alors qu'en réalité, quand on est en processus de recrutement, on a juste en fait le souhait d'être recruté pour nos compétences et pas par obligation de respecter un quota. Et en parlant de quota justement, on a trouvé pertinent avec Jean-Noël de vous parler de chiffres. Donc je vais te laisser Jean-Noël nous donner quelques chiffres que nous avons trouvés. Alors, merci Clara pour pour ta présentation, pour ton parcours. Alors comme vous avez pu le constater, on a vraiment des parcours très, très différents, tous les deux. Et justement, à la fin de ta présentation, tu parlais de discrimination positive, de la place des hommes et des femmes, etc. Alors c'est justement d'autant plus intéressant qu'on est donc allé chercher des chiffres un petit peu. On se dit que c'est toujours intéressant d'apporter ces éléments-là. On est allé chercher notamment, alors il y a une enquête 2022 qui a été faite vraiment fin 2022, au mois de novembre, à la fois par l'AFPA, par le ministère du Travail, et donc sur le rapport, alors on pourra vous envoyer le lien, c'est un document PDF de 44 pages. Et alors sur le rapport, il y a aussi l'écusson de l'ANSSI, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Donc par rapport à ces quelques chiffres, donc on voit que ce rapport, il a permis d'enquêter auprès de 3627 répondants, donc massivement des élèves dans le supérieur et les écoles d'ingénieurs.
Et donc, par rapport à ce rapport, on voit qu'il y a eu 25% de femmes, donc un quart seulement, 71% des répondants qui avaient entre 20 et 25 ans, ce qui est assez logique, puisque, comme je vous le disais, c'était essentiellement dans le supérieur et les écoles d'ingé. 14% des répondants qui étaient en cursus cyber, donc 42% en alternance, et 64% étaient de niveau Bac plus 5. Alors, on aura peut-être l'occasion justement d'y revenir voilà, par rapport aux questions de reconversion et par rapport au niveau d'études. Alors, je reviens simplement rapidement sur le 25% de femmes, hein, puisque justement, là, j'en ai une à côté de moi. Donc, Clara, qu'est-ce que tu penses de ce chiffre? Est-ce que c'est un chiffre qui t'étonne? Qu'est-ce que tu as pu constater justement dans ton parcours sur cette question-là? En fait, ce que j'ai pu remarquer au fil de mes expériences, c'est surtout que déjà dans la cybersécurité, quand on dit cybersécurité, on pense qu'il y a juste la partie technique, on pense au dev, on pense au pen test, et en fait on ne pense pas à la partie gouvernance. Et en réalité, oui, il y a très peu de femmes spécialisées en cybersécurité, notamment dans la partie technique. Comme j'ai dit tout à l'heure, quand j'ai bossé à la DSI du GE dans le secteur industriel, j'étais la seule femme du service. L'autre femme du service, elle était en communication. Donc voilà, il n'y avait pas de femmes spécialisées en cybersécurité. Par contre, aujourd'hui, il y a de plus en plus de femmes, mais du côté gouvernance. C'est ce que j'ai pu remarquer. Là où je travaille actuellement chez Allemande, dans mon entreprise, il y a une majorité de femmes dans mon service. Et il y a plus facilement de juristes, parce que dans la partie gouvernance, il y a beaucoup de juristes ou des profils pas forcément techniques. Mais en fait, je remarque que dès qu'il y a du technique, il y a moins de femmes. Dans la partie gouvernance, il y a beaucoup plus de femmes. Donc c'est peut-être plus accessible, ça attire peut-être plus de femmes au niveau gouvernance que de la partie technique. Enfin, c'est mon avis en tout cas, c'est ce que je remarque. Alors, j'en profite aussi pour rebondir, parce que là tu as employé des termes, il y a peut-être des personnes qui nous écoutent, qui ne sont pas forcément très familières avec le monde de la cyber, Oui, ou voire même du numérique. Alors effectivement, tout à l'heure, on parlait de pen test. Alors ce qu'on appelle le pen test, ce sont des tests d'intrusion, alors qui sont réalisés par ce qu'on appelle des hackers éthiques. Donc ce sont des hackers, mais qui sont, on va dire, du bon côté, et qui vont justement aller vérifier le niveau de sécurité d'un système informatique. Avec l'accord de l'entreprise. Avec l'accord de l'entreprise, voilà, dans un cadre bien légal. Et justement, Clara, tu nous parlais de gouvernance. Alors justement, c'est quoi déjà aussi la gouvernance dans le domaine de la cyber? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Et justement, parce que finalement, là, le pen test, on parle de hacking éthique. Là, pour le coup, c'est une fonction, une spécialité qui est très technique. Est-ce que la gouvernance, c'est pareil? Et qu'est-ce que la gouvernance dans le domaine de la cyber? Souvent, en fait, c'est ce qu'on me demande. On me dit, c'est quoi la partie compliance dans ton métier, gouvernance? En gros, si je vais résumer ça, c'est plutôt tout ce qui va venir, ce qu'on va mettre en place au sein d'une organisation, notamment au niveau des systèmes de résilience et de prévention des risques et de mise en conformité, notamment à partir d'une norme. Généralement, on parle de risque. Quand on parle de risque, on pense aux risques juridiques. Mais il n'y a pas que les risques juridiques, il y a aussi les risques liés à un arrêt d'activité suite à une cyberattaque, par exemple. Ça peut être dramatique, on l'imagine facilement, par exemple, pour un hôpital. En fait, en tant que consultant en GRC, on va venir en amont des projets, par exemple, vérifier un process ou vérifier que la législation de référentiel en vigueur va être respectée. Mais on peut venir aussi auditer une entité pour vérifier son niveau de maturité au niveau de la cybersécurité, au niveau des référentiels, et lui proposer par exemple un plan d'action pour la mettre en conformité avec un référentiel, comme je dis, donc par exemple, ou une législation. Donc on a ISO 27005, ISO 27002, RGPD, LPM, PCI DSS, la loi Sapin 2, voilà, on a plein. Il faut savoir que le consultant en cybersécurité, il peut aussi intervenir en fonction de ses spécialisations. Donc un consultant en cybersécurité GRC, il ne va pas avoir toutes les casquettes, il ne va pas maîtriser tous les référentiels, c'est impossible. Enfin, peut-être au bout de 20 ans d'activité. Mais c'est ça qui est intéressant, parce qu'en GRC, il y a aussi des profils techniques et aussi des profils assez juridiques ou généraux, pas forcément techniques, notamment en RGPD.
Et on peut par exemple faire aussi des exercices de gestion de crise cyber. Donc on va venir par exemple tester les procédures internes de l'entreprise qu'on va accompagner, et lui permettre de voir si elle est en capacité de réagir en cas de cyberattaque et de l'accompagner, d'améliorer ses processus. Alors, ça me fait rebondir en même temps parce que tu dis qu'il y a, voilà, c'est pas forcément technique. Alors, pour moi qui suis un profane du droit, un juriste, c'est un technicien du droit, pour le Ouais. coup. En tout cas, je pense que pour avoir en tout cas ces compétences-là, ça va demander, dans le cadre d'une reconversion, d'avoir quand même une formation initiale en droit, et puis ensuite peut-être une spécialité sur la cyber, ou enfin voilà, il faut forcément être voilà. Qu'est-ce que Après, tu en penses? pas forcément, je pense pas forcément en droit parce que je vois mes collègues, j'ai des collègues qui ont fait des écoles d'ingénieurs, donc oui, ok, plus côté technique, mais Mhm. j'ai des collègues qui ont fait, alors que je dis pas de bêtises, bah, Sciences Po, donc voilà, qui D'accord. ont fait Sciences Po par exemple, Mhm. ou école de commerce et reconversion. Donc vraiment, c'est pour ça que pour moi, tout est possible et qu'il y a tellement de formations aujourd'hui qui permettent bah, justement des reconversions, des spécialisations, que tout est possible. Mais c'est sûr que c'est mieux d'avoir quand même, pour se reconvertir, notamment certaines écoles demandent un bac plus 5 minimum Mhm. pour faire des MBA de spécialisation ou au moins une licence, je pense, ce qui est plus simple. Mais mais il y a de plus en plus de personnes qui se disent du jour au lendemain, allez, vas-y, je me lance, je vais refaire une licence. Et voilà. Et aujourd'hui, il y a plein d'écoles de cybersécurité qui permettent de faire ça aussi, ou en un an ou en 2 ans de spécialisation. On a des belles écoles sur Lyon, bah, comme par exemple CSB School qui vient d'ouvrir, qui a ouvert il y a un an Qui a sur ouvert Lyon, c'est ça? en septembre Oui, c'est ça. 2022. Ils ont fêté leur un an il n'y a pas longtemps. Oui. Et donc voilà, il y a pas mal de choses qui se développent et pas mal de formations. Et aussi en e-learning, on l'a dit. Et par exemple, en auto-formation, on a Udemy, la plateforme Udemy. Oui. Mhm. J'ai fait pas mal de formations là-dessus aussi en ISO 27000 et BioCRM. Bon, par contre, c'est payant, euh, mais, euh, mais c'est quand même intéressant. Ah, Peut-être que tu veux nous montrer oui, les autres chiffres. tout à fait. Donc merci Clara. Alors, donc pour la deuxième slide, alors, il y en a quatre, hein, sur les chiffres. Donc par rapport à à ce rapport, il y avait 64% qui connaissaient la cyber grâce aux formations, 34% qui ont pris connaissance de la cyber grâce aux réseaux sociaux, et puis 35% voilà, qui étaient hors cursus cyber et IT et qui ont entendu parler de cyber. Alors, je trouve que ces chiffres, ils sont très intéressants. Alors, je ne sais pas trop dans notre audience, là, dans ce live ce matin, s'il y a, quelle est la proportion en tout cas de personnes qui cherchent à se reconvertir, ou peut-être aussi qu'il y a déjà des gens, des opérationnels, hein, des spécialistes, des experts de la cyber, et qui sont donc là peut-être plus du côté management, recrutement, etc., dans le domaine. Moi, ce que ces chiffres, en tout cas, m'évoquent, c'est ben, comment rendre la cyber finalement plus visible. Comment faire en sorte que les gens puissent entendre parler de ce secteur professionnel. Donc voilà, il y a les formations, les réseaux sociaux, ben, ça veut dire qu'il y a une nécessité, selon moi, vraiment des boîtes de cyber de communiquer, voilà, sur les différentes plateformes, que ce soit LinkedIn, Twitter, Facebook. Alors là, on va peut-être tomber sur les boomers un peu comme moi, mais après sur d'autres plateformes aussi. Alors, Instagram, c'est pareil, ça commence à devenir un peu boomer, mais Oh. peut-être sur TikTok et d'autres plateformes comme ça qui permettent de toucher aussi des personnes plus jeunes. Après, justement, je pense qu'on l'a déjà dit ou vous l'avez déjà senti, c'est que dans la cybersécurité, il y a vraiment des gens de tous les âges, des jeunes, des moins jeunes, et que la reconversion, elle peut se faire vraiment à tous les âges. Après, voilà, 35% hors cursus cyber et IT, je pense que là, c'est peut-être plus... moi, je pense que les boîtes de cyber, en tout cas, peuvent peut-être être plus présentes sur des événements plus généralistes. Ça peut être le salon de l'étudiant, des salons professionnels, salon de la reconversion, etc. Et voilà, en tout cas, je pense il y a vraiment cette nécessité de passer par le biais de la formation et par le biais de la communication.
Alors ensuite, la troisième slide, toujours sur ce même rapport, donc il y a 33% des répondants qui souhaitent travailler dans une entreprise vraiment spécialisée en cyber, 36% qui souhaitent travailler dans un service cyber d'une entreprise non spécialisée, donc en IT ou en cyber, et 11% seulement qui souhaitent travailler dans une administration publique. Donc là, voilà, ce sont des chiffres aussi qui m'interpellent, parce que 11% et l'administration publique, c'est quand même pas beaucoup. Et on le voit bien, il y a une résurgence, alors rien que cette semaine, mais dans les mois derniers aussi, de cyberattaques, que ce soit dans le domaine de l'éducation, que ce soit les hôpitaux, que ce soit les administrations, les collectivités territoriales. Voilà, en tout cas, je pense qu'il y a, voilà, il y a vraiment des besoins dans tous les domaines. Mais moins, du coup, il y a moins, ça attire moins le public. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, le salaire attire moins. Ouais. Aussi, quand on compare les salaires dans le privé et dans le public, il n'y a pas photo, malheureusement. Je comprends totalement ce pourcentage qui est assez faible. D'accord. Au niveau des salaires, je pense aussi, qui n'attire pas forcément. Alors, je pense qu'effectivement, il y a la question du salaire. Peut-être aussi, est-ce que les administrations, finalement, on parlait de communication à l'instant, est-ce qu'elles communiquent suffisamment voilà, sur ces besoins? Est-ce qu'elles savent se rendre, entre guillemets, sexy auprès des... voilà, sur le marché du travail, hein, tout simplement. Donc je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire de ce côté-là. Ouais. Alors, il y a au niveau des secteurs donc les plus attractifs en cyber, donc il y a l'informatique, l'aéronautique et tout ce qui est le spatial, la défense, les prestations et les solutions cyber. Les secteurs les plus attractifs en cyber, hors cyber et IT, on revient encore spatial, défense, et là on a le domaine de l'énergie et de la santé, c'est toujours bon à savoir. Et ensuite dans les secteurs les moins attractifs en cyber, donc e-commerce, enseignement, formation. Alors moi en tant que spécialiste de la formation et du développement des compétences, voilà, ça me fait un petit peu de peine de voir que c'est un secteur qui n'est pas suffisamment... voilà, visible aussi, hein, on en revient toujours aux mêmes questions et c'est un domaine qui est quand même voilà, aussi où il y a autant besoin de cybersécurité qu'ailleurs. Ensuite, le domaine de la communication et l'édition, et donc les secteurs les moins attractifs en cyber, alors hors cyber et IT, e-commerce, qui revient là aussi, télécom, banque et assurance. Alors là, comme ça, tout à l'heure, Clara, tu me parlais du niveau de salaire dans les administrations publiques. Dans les banques et les assurances, alors je ne sais pas si parmi les personnes qui nous écoutent ce matin, il y a des personnes dans ces domaines-là. Moi, dans mes représentations sociales, c'est-à-dire que c'est vraiment dans mes croyances, dans mes représentations, peut-être que je me trompe totalement, c'est un domaine où il y a des niveaux de salaire importants. Voilà, ça m'étonne un petit peu aussi que ce soit, voilà, le secteur de la banque et de l'assurance ne soit pas aussi attractif. Mais voilà, alors, ensuite sur la... Alors, on regarde en même temps... On est d'accord, donc on voit que dans le chat, on est d'accord sur le manque de moyens et on le voit surtout dans le secteur public. Quoique dans certaines entités privées aussi, il n'y a pas forcément de moyens, surtout dans les petites entreprises qui n'ont pas forcément de moyens de se mettre en conformité RGPD et encore moins au niveau cyber. Mais oui, on a un témoignage. Bien, tout à fait. Alors, il y a un commentaire là justement, donc je lis. En formation, je veux témoigner d'un problème de numérisation des enseignements qui devrait imposer une montée en gamme en cyberprotection, sans quoi les écoles vont tomber au premier script qui lit. Alors effectivement, c'est ça. Et alors, je suis plutôt très d'accord, hein, c'est quelque chose que j'ai constaté au cours de ces dernières années, et encore plus depuis la pandémie, avec des centres de formation qui ne sont pas du tout équipés, que ce soit au niveau du matériel ou au niveau des compétences, au niveau des formateurs, et il y a vraiment un vrai besoin de faire monter en tout cas les formateurs en compétences numériques sur les différents dispositifs d'enseignement à distance. Merci pour ce commentaire sur la formation. Et enfin, la dernière slide donc, sur ce rapport, donc les environnements technologiques qui sont les plus porteurs, alors tout cursus confondu, la cybersécurité, youhou, voilà, c'est chouette. L'intelligence artificielle, on aura peut-être l'occasion d'y revenir dans les commentaires ou là, avec la sortie de ChatGPT depuis le mois de novembre, voilà, je pense qu'on l'a tous constaté, l'intelligence artificielle
Et puis là, la version 4 est sortie, je crois, il y a une semaine ou 10 jours. Je pense que l'intelligence artificielle va vraiment impacter beaucoup de secteurs professionnels, beaucoup de métiers. Et puis enfin, le développement de logiciels et d'applications web. Donc tout ça, c'était pour les chiffres. Alors j'espère en tout cas que ces chiffres ont pu vous donner un aperçu un petit peu plus précis sur les besoins qu'il peut y avoir dans le domaine de la cybersécurité. Et donc maintenant, on va aborder un petit peu plus vraiment la reconversion de façon plus précise. Alors je pense pour ma part que la cyber doit communiquer autant que possible à destination du grand public. Hein, j'ai l'impression, alors à tort ou à raison, hein, que jusqu'à présent la cyber restait un petit peu cachée, que c'était vraiment un écosystème quasi secret. Alors d'une certaine façon, je suppose qu'il l'est aussi pour de très bonnes raisons. Et je pense que voilà, sur certaines activités, alors je pense beaucoup au domaine de la défense, mais pas forcément, où voilà, il y a une nécessité vraiment de rester sous les radars. Mais je pense que voilà, compte tenu des besoins aujourd'hui sur le marché du travail, dans le domaine de la cybersécurité, du manque de candidats et candidates, je le précise, la cyber et l'OSINT doivent vraiment se faire plus connaître auprès du grand public, toutes générations confondues, hein, les jeunes et les moins jeunes, et notamment pouvoir promouvoir les différents métiers de la cyber. Hein. Tout à l'heure, on parlait de pentest, ces fameux tests d'intrusion, on parlait de gouvernance de la cybersécurité, on parlait, voilà, il y a des écoles de formation qui forment, comme la CSB School à Lyon, qui forment en management de la cybersécurité. Moi, je mets ma casquette formateur, mais je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire au niveau de la formation et de la pédagogie sur la sensibilisation des collaborateurs dans les entreprises. Voilà, dans la formation. La communication, on l'a déjà dit. Alors, effectivement, les entreprises de la cyber doivent communiquer, mais il y a aussi une façon de communiquer en cybersécurité auprès des particuliers comme des professionnels. Je pense qu'il y a vraiment, on parle beaucoup aujourd'hui de fracture numérique dans le domaine de l'insertion professionnelle. Donc la fracture numérique, ce sont vraiment les gens qui sont très éloignés du numérique, beaucoup à cause de la précarité numérique, donc ils n'ont soit pas assez de moyens pour s'acheter des ordinateurs ou des téléphones, ou alors ils sont vraiment en manque de compétences pour utiliser les outils informatiques. Voilà, en tout cas c'est important. En tout cas, on constate qu'il y a vraiment énormément de métiers différents. Et donc, pas seulement techniciens. Voilà, on peut venir aussi des sciences humaines et sociales. Et voilà, comme c'est pas vraiment évident, je trouve, de rentrer dans le milieu scolaire, je suppose en tout cas qu'une présence sur les réseaux sociaux, ça peut être une solution parmi d'autres. Alors, il y a les salons de l'étudiant, peut-être aussi se faire connaître sur les réseaux sociaux professionnels pour toucher aussi les parents qui peuvent en parler à leurs enfants. Le fait de se faire connaître, en tout cas auprès des parents. Alors, quand j'ai monté mon activité il y a bientôt 2 ans, j'ai lancé une newsletter d'éducation numérique qui est dédiée aux parents. Alors, malheureusement, par rapport au temps, j'ai pas eu l'occasion de faire ces newsletters de façon aussi régulière que je l'aurais voulu. Mais en tout cas, à chaque fois, mon intention, c'était d'informer les parents sur les formations liées au numérique pour qu'ils puissent en parler à leurs enfants et puis à leurs grands, aux adolescents. Et puis aussi leur donner en tout cas de la veille sur les réseaux sociaux, sur le numérique, sur le cyberharcèlement. Voilà, le numérique en général, il y a vraiment le meilleur comme le pire. Donc voilà, il y avait cet objectif de faire émerger des discussions en famille. Je trouve aussi que depuis quelques temps, la cyber et l'OSINT ont vraiment investi LinkedIn. Et quoi qu'il en soit, voilà, l'idée c'est vraiment d'être visible, de casser les stéréotypes sur les métiers de la cyber. On peut être une femme et travailler en cybersécurité. On n'est pas forcément obligé d'avoir un bac plus 5, on peut avoir un bac plus 3, peut-être un bac plus 2. Je pense que voilà, au niveau des âges, on peut avoir 20 ans, 25, 35, 50. Je pense qu'il y a, voilà, il y a pas de limite, on peut se reconvertir à tous les âges. Je me souviens quand j'étais en fac de psycho, la plus âgée était à la retraite. Elle se formait vraiment pour le plaisir. Donc elle avait 60 et quelques années. Je pense là à la fac Cato, il y a ce qu'on appelle, ils ont l'UNIVA, c'est
l'université, j'ai plus La fac catholique de Lyon, pour la, ceux la- qui ne oui, sont pas de Lyon. la fac catholique de Lyon. Alors l'UNIVA, c'était université de les âges. Alors j'ai plus le nom exact en tête. J'ai eu l'occasion récemment de rencontrer le directeur de l'UNIVA qui me disait qu'il y avait quand même dans tous les apprenants de l'UNIVA 2 centenaires. Et je trouve ça absolument génial, comme quoi on peut, voilà, il y a pas d'âge pour apprendre, pour se reconvertir, pour changer de métier. Donc il y a vraiment énormément de choses à dire sur la cyber. Je rajouterais aussi que c'est un secteur d'avenir. Voilà, c'est un secteur qui est porteur dans le présent, mais aussi dans l'avenir. C'est un secteur passionnant, qui est en tension. C'est-à-dire que l'offre, elle est supérieure à la demande. Donc les besoins sont supérieurs, en tout cas, au nombre de candidats et candidates. Ce qui est dramatique, je trouve, c'est qu'il s'agit d'un secteur qui nous concerne toutes et tous. On est dans un monde aujourd'hui où tout devient numérique, et il le sera de plus en plus. On le voit notamment dans le domaine du transport, hein, c'est pareil, on parlait des différents secteurs d'activité. Je pense qu'avec ce qu'on appelle les transports autonomes, que ce soit voiture, camion, aérien aussi, ça va vraiment se démocratiser dans les années à venir. Et je pense qu'il y a vraiment, c'est un secteur, autant dire il faut de la cybersécurité. Euh, donc voilà, toute cette société qui se numérise davantage, ben, ça augmente le périmètre de vulnérabilité et d'attaque qui devient de plus en plus grand. Et voilà, tout le monde est une victime potentielle. Les professionnels comme les particuliers, les mineurs comme les majeurs, que ce soit à travers de son ordinateur, son téléphone, des objets connectés, hein, ce qu'on appelle en anglais l'IoT. Et voilà, ça peut être autant un grille-pain qu'un frigo ou une poupée pour enfants, hein. Il y a malheureusement eu des cas qui sont passés dans la presse, hein, qu'on a vu, et qui ont mis en lumière en tout cas les dangers. Euh, on l'a vu voilà, ben, en février 2023, hein, il y a un mois, avec cette cyberattaque d'envergure à Paris à l'aide d'un IMSI catcher qui a touché plus de 15 000 mobiles. Il y a aussi demain, voilà, ben, après les transports autonomes. Alors, il y avait aussi, comme j'en parlais tout à l'heure, le secteur de l'espace également, hein. Il y a de plus en plus de satellites. Voilà, il y a Elon Musk qui développe l'Internet par satellite. Est-ce que demain, il y en aura vraiment de plus en plus? Et je pense que là, au niveau des satellites et de la cybersécurité, il y a aussi beaucoup de choses à faire. Voilà, les hôpitaux. Voilà, en tout cas, le premier point là, comme ça, qui me vient vraiment à l'esprit, qui me semble relever en tout cas d'une certaine dimension citoyenne. Voilà, comment former et accompagner le plus possible de gens. Et plus on sera nombreux et nombreuses à être sensibilisés et formés, et finalement, ben, plus on sera en capacité de faire face aux attaques, à nous protéger, mais aussi à protéger les autres. Je pense aussi dans le domaine de la cyberdéfense, c'est la cyberdéfense recrute, hein, il y a ce qu'on appelle le commandement de la cyber. Alors je crois de mémoire, il y a 3000 cybercombattants aujourd'hui. Et l'objectif, je crois, d'ici 2025, c'est de monter le nombre de cybercombattants à plus de 5000. Voilà, donc il y a vraiment des besoins aussi dans ce domaine-là. En plus, je pense que la cyberdéfense, c'est vraiment un domaine très spécifique où c'est l'occasion d'avoir des missions qui sont normalement inaccessibles à la plupart des citoyens. Donc voilà, et puis ne pas oublier que les pirates sont de plus en plus ingénieux et organisés. Ils savent très bien se saisir des nouvelles possibilités d'attaque, hein. On l'a vu encore récemment justement avec l'utilisation de ChatGPT. Le deuxième point aussi que j'aimerais évoquer, c'est celui voilà, des différentes possibilités de travailler dans la cyber. Euh, je pense qu'aujourd'hui, dans le recrutement, est peut-être plus ouvert, plus intelligent que dans d'autres domaines. Je parle du recrutement de la cyber. Et une organisation aujourd'hui, elle ne peut pas se permettre de chercher un mouton à 5 pattes, comme dans beaucoup d'autres secteurs ou de postes. Il y a vraiment une recherche de profils très divers, donc qu'on vienne de la tech ou pas, qu'on soit une femme ou pas, qu'on soit vieux ou pas, qu'on soit en situation de handicap ou pas, hein, j'ai envie de dire aussi. Voilà, on n'en parle pas suffisamment, la question du handicap. Tout le monde peut travailler dans la cyber, donc n'hésitez pas à postuler, hein, tout le monde a sa chance. Après, voilà, c'est un domaine, je pense, où il faut vraiment être passionné.
Il faut avoir envie de s'investir, hein. Comme partout, la motivation, elle est importante, même si, voilà, il n'y a pas que la motivation non plus. Aujourd'hui, il y a vraiment de nombreuses formations, il y a des dispositifs de financement hein, aujourd'hui qui peuvent aider pour les bourses les plus modestes. Il y a la possibilité de découvrir des métiers, de pouvoir occuper un poste en CDI après une formation. Donc je dirais qu'il ne faut pas hésiter à se renseigner auprès de Pôle emploi, de Cap emploi, qui accompagnent les personnes en situation de handicap. Donc il y a des dispositifs hein, qu'on appelle l'AFEST, par exemple, AFEST. Il y a les PMSMP, les POI, les POEC. Voilà, ce sont vraiment des dispositifs qui se permettent de former ou de découvrir des métiers. Et puis rassurez-vous, hein, pour celles et ceux qui sont allergiques au CDI, on peut aussi travailler dans la cyber en tant qu'indépendant. Et puis je dirais qu'un dernier point, ouais, contrairement à ce qu'on peut penser de par les films, les livres, la cyber n'est pas que technique. Parce que c'est vrai que dans le domaine artistique, voilà, on voit surtout en général voilà, le hacker dans son garage avec un sweat à capuche. Voilà, c'est juste une représentation sociale. Il y a vraiment des besoins dans tous les domaines. Alors, je ne sais pas, Clara, ce que tu en penses, toi, de ton côté, la reconversion en cyber. La reconversion en cyber ou même l'orientation ou la spécialisation dans la cybersécurité, c'est sûr que pour moi, c'est un domaine d'avenir. Et même pour rendre tous ces métiers plus accessibles, je pense vraiment qu'il faut vulgariser tout ça. Il faut vraiment démystifier l'univers de la cybersécurité. C'est exactement la même chose que le droit. Parce que quand on parle de droit, ça fait un petit peu peur. Je pense qu'aujourd'hui, il faut démystifier le droit. Il faut démystifier tous ces domaines un peu techniques qui font un petit peu peur. C'est ce que j'essayais de faire un petit peu sur LinkedIn. J'avais développé un hashtag Minute RGPD où je faisais un petit peu de vulgarisation juridique et de droit du numérique voilà, pour vulgariser un petit peu toutes ces pratiques-là. Et je pense que c'est ce qu'il faut faire aujourd'hui. Il y a pas mal d'entreprises qui postent des articles sur la cybersécurité, sur justement de la vulgarisation. Donc c'est vraiment bien, je vois une certaine évolution. Il y a aussi des hackers éthiques hein, oui, qui publient sur LinkedIn et je trouve ça très bien. Sur Twitter aussi, il y a beaucoup de choses. Oui, tout à fait. Je ne fait. suis pas trop Twitter, mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes actives sur Twitter aussi. Après, aujourd'hui, je pense que tout le monde se voit pas forcément travailler toute sa vie sur un même poste. Il y a un désir d'évoluer aujourd'hui, de changer de voie. Et on l'a vu, il n'y a pas d'âge pour accéder au métier de la cybersécurité. Et ce domaine-là, en soi, je trouve que c'est un bel exemple de reconversion pro. J'ai l'impression qu'en fait, aujourd'hui, les recruteurs, ils recherchent d'ailleurs de plus en plus des profils hybrides. Ça peut être une bonne opportunité pour les personnes qui veulent avoir le souhait de se reconvertir, d'autant plus qu'il y a plein d'auto-formations. On a envoyé dans le chat le lien pour Udemy. D'ailleurs, je pense auto-formation, il y a aussi le MOOC de l'ANSSI que tu avais fait, Jean-Noël. Il y a aussi un MOOC qui a été fait par la CNIL également. On vous mettra les liens dans le chat aussi. Un MOOC sur le RGPD. Oui, c'est ça. Le MOOC de la CNIL, et sur le RGPD. Donc, d'ailleurs, c'est grâce à ça que j'ai découvert un petit peu la protection des données et j'ai commencé par ça, parce qu'en licence de droit, il n'y avait pas de cours RGPD. J'avais pas du tout de formation là-dedans. Le droit du numérique, c'était que quand j'ai fait mon master. Donc, j'ai vraiment appris en auto-formation. Et donc, on me demandait, je crois, dans le chat, si le RGPD, ça suffisait pour aller accéder au métier de la cybersécurité. Moi, au début, je n'avais que cette compétence-là, RGPD. Et j'ai appris avec des MOOC. Et après, avec Udemy, en m'auto-formant, et après en entreprise, j'ai appris sur le terrain. Et j'ai décidé d'arrêter le freelance justement parce que j'étais toute seule et que quand on devient salarié, en fait, on est porté par l'entreprise et elle a le souhait, si c'est une bonne société, de te faire monter en compétences et voilà, de grandir avec elle et là, de te payer des formations, etc. Parce que c'est pas forcément toujours c'est pas donné. Mais voilà, il y a plein de choses à faire. Finalement, au fil de mes expériences, je me suis rendu compte que de toutes les connaissances techniques requises, il y a beaucoup de connaissances techniques à avoir, mais en soi, c'est pas grave si on les a pas toutes. Parce que clairement, le métier évolue en permanence. Et
Par exemple, c'est comme le droit. Le droit évolue en permanence, la jurisprudence évolue en permanence. Au niveau de la cybersécurité, c'est la même chose. Il y a de nouvelles techniques d'ingénierie sociale, il y a de nouvelles techniques qui arrivent. Et donc, du coup, il faut monter en compétences en permanence. Donc, il n'y aura aucune formation qui va offrir une formation complète pour travailler dans X domaines particuliers. Donc voilà, les métiers de la cyber, c'est pas que réservé aux profils ingénieurs et informaticiens. On a besoin des profils juridiques, notamment par exemple pour la gouvernance et la gestion des risques. Alors, j'aimerais rebondir, tu parlais là il y a 2 minutes de l'auto-formation. Je pense que en ce qui concerne les formations, parce que par expérience, alors moi je me forme beaucoup tout seul voilà, sur les nombreuses plateformes de formation en ligne, parce que c'est un mode d'apprentissage qui me convient, mais en tant que formateur, et donc par expérience, je sais que ce mode d'apprentissage ne convient pas à tout le monde. Ouais. Ce qu'on veut simplement, je pense, préciser tous les deux, autant le rendre plus explicite aussi, c'est que on peut s'auto-former, on peut suivre aussi une formation de façon plus conventionnelle et traditionnelle, vraiment dans un centre de formation. Je pense que chaque dispositif de formation a vraiment ses avantages et ses inconvénients. Je pense aussi, voilà, et que les deux sont complémentaires. Voilà, c'était simplement cette petite... voilà, souvent quand je parle d'auto-formation à certaines personnes, ils me disent « Ah mais non, mais moi j'ai besoin vraiment d'avoir un formateur qui me donne une structure, un plan, qui me dise où aller, etc. » Alors que c'est vrai que quand on est en auto-formation, on se construit un petit peu son propre plan, sa propre structure d'apprentissage. Vas-y, je te laisse reprendre, Clara. Bah oui, désolée, j'ai bientôt plus de voix. Mais finalement aujourd'hui, bah, du coup, ce qu'on disait, c'est que bah, j'ai trouvé ma voie, on va dire, à travers un métier qui, pour moi, allie deux domaines qui me passionnent. Donc, bah, je suis consultante GRC, je l'ai déjà dit, gouvernance risque conformité chez Allemande, qui est une société de cybersécurité française qui accompagne ses clients de façon transverse, hein, aussi bien sur le côté organisationnel, donc conformité, gouvernance, et opérationnel, donc là, plus technique. Donc, par exemple, les audits, les tests d'intrusion, accompagnement en cas de cyberattaque. Il y a aussi un pôle formation qui est certifié Calliope pour nos clients, qui est Allemande Institute, où en fait, on vient proposer des formations sur des standards et des référentiels tels que ISO 27001, ISO 27005, CISSP, PCI DSS, et bien d'autres. Donc voilà, il y a plein de choses. Je pense qu'il faut juste... Je pense que dans la cybersécurité, tu peux faire tellement de choses. Tu peux être là en freelance, tu peux travailler pour une entreprise. Moi, j'ai fait les deux. Et finalement, ça m'a beaucoup plu d'avoir ma boîte, de travailler toute seule. Mais d'un autre côté, ce qui me manquait, c'était quand même d'avoir une équipe et de pouvoir monter en compétences et d'être porté par une entreprise qui croit en toi, qui veut vraiment te faire évoluer. Et voilà, ça me plaît beaucoup. Et voilà, je sais pas ce que t'en penses, toi, parce que du coup, toi, tu t'as lancé ta société, et du coup, on a vraiment beaucoup des parcours opposés. Tout à fait. Et puis moi, de fait, je travaille vraiment tout seul et à 100% en télétravail. Et puis c'est un mode de travail, en tout cas, qui me convient. Donc voilà, je sais pas encore comment la suite de mon parcours professionnel va évoluer. Mais en tout cas, j'ai hâte de le faire évoluer. Mais pour moi, c'est important, pour le coup, de pouvoir être dans ma bulle. Et voilà, comme on le disait, je pense qu'il y a vraiment différentes façons de travailler dans la cyber. Que ce soit en tant que salarié, dans une entreprise, en 100% présentiel ou en hybride, ou alors d'être consultant, voilà, ou différents métiers qui peuvent, en tout cas, qu'on peut faire en tout cas en tant qu'indépendant. Alors donc, on arrive sur la fin. On arrive sur la fin de notre présentation. On va parler peut-être rapidement donc du CEF6 hein, dont on parlait tout à l'heure, hein, le Cercle des femmes de la cybersécurité. Donc Clara et moi, on intervient vraiment dans plusieurs pôles d'action, hein, et essentiellement donc dans le pôle sensibilisation. Et donc on s'efforce de transmettre en tout cas avec bienveillance aux parents des outils pour leur permettre d'accompagner au mieux les enfants dans leur usage du numérique. On a des retours très positifs en tout cas des enfants suite aux différentes actions, aux interventions de sensibilisation.
et qui sont très conscients des enjeux. On voit aussi que les parents sont conscients du problème, mais qui se trouvent souvent dépassés. C'est quelque chose que j'ai constaté d'ailleurs pour ma part en échangeant avec des parents. Ils savent que voilà, il faut faire attention. Ben oui, mais comment? Parce que quand on est parent, on ne connaît pas forcément le fonctionnement de tous ces réseaux sociaux, de toutes ces plateformes, de la façon de configurer, paramétrer ces plateformes, voilà, pour protéger ses données, pour protéger son compte, pour protéger sa vie. Parce que voilà, malheureusement, on le voit un peu trop, on le voit trop souvent des fois des drames, et que c'est pas juste virtuel tout ça, c'est bien réel. Et voilà, en tout cas, donc au sein du CEF6, notre but c'est vraiment de casser les stéréotypes sur les métiers de la cyber. Donc, Clara, je sais pas, voilà, qu'est-ce que tu peux rajouter? Je dirais qu'au-delà même de transmettre les bonnes pratiques et de sensibiliser les plus jeunes, on communique sur les métiers, notamment pour encourager les reconversions professionnelles ou orientation. Bon, on va pas parler de reconversion à des enfants au collège, mais voilà, on intervient aussi auprès des femmes qui veulent se reconvertir et dans les écoles pour montrer aux filles qu'il y a aussi des femmes qui travaillent dans la cyber, qu'elles aussi elles peuvent y arriver, que c'est pas que réservé aux hommes. J'ajouterais aussi qu'il est toujours bon de garder à l'esprit que travailler dans la cyber, c'est pas être un marginal à lunettes qui porte un sweat à capuche, ni, je le dirai jamais assez, des métiers réservés aux hommes. Aujourd'hui, il manque de présence féminine dans la cyber. Je précise que Clara ne porte pas de sweat à capuche, là, donc voilà, elle non, est tout à fait normalement. Et voilà, j'espère quand même que dans le monde du travail de demain, on n'aura plus à se poser la question, et qu'on arrivera finalement à casser tous ces stéréotypes. Il y a beaucoup d'associations, dont les CEF6, qui travaillent là-dessus. Il y a Elle Digital sur Lyon également, qui accompagne les jeunes femmes en reconversion également. Donc beaucoup d'associations, beaucoup d'entreprises qui accompagnent les personnes en reconversion, et Pôle emploi aussi, qui accompagne. Donc beaucoup de positifs. Alors, il y aura quelques liens on va vous donner dans le chat, donc notamment un livre blanc, Le syndrome de l'imposteur en cyber, pourquoi vous êtes légitime. Donc c'est un livre blanc qui a été coécrit par le CEF6 et la CSB School, dont on a parlé aussi tout à l'heure. Clara et moi, on a eu l'occasion d'apporter des témoignages dans ce livre blanc. Il y aura également donc, le lien de l'ANSSI, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, et puis donc le fameux rapport dont on parlait tout à l'heure, fin 2022, sur l'Observatoire des métiers de la cyber, voilà, qui fait 44 pages. Je pense que c'est vraiment une mine d'informations. Les chiffres qu'on a pris tout à l'heure étaient donc issus de ce rapport. C'est vraiment 1% de ce rapport, et il est vraiment super intéressant à lire. On vous le recommande. Voilà, alors si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser dans le chat. Et après, vous pouvez même aussi nous contacter via LinkedIn et nos réseaux sociaux si vous avez d'autres questions. Il n'y a pas de souci, on répondra avec très grand plaisir. On a posté normalement tous les liens dont on a parlé, donc notamment le MOOC de l'ANSSI, le MOOC de la CNIL également, la formation sur Udemy que j'ai faite sur ISO 27001. Je crois que quelqu'un a posé une question. C'est bien le lien, c'est exactement la formation que j'ai faite. Mais en fait, il y en a plein, donc ça dépend vraiment de vos affinités avec les formateurs. Donc voilà, vous regardez un petit peu ce qu'il existe comme formation, et vous pouvez acheter une formation. Il y a des soldes, parce que là, il me semble que le prix est un petit peu élevé, mais je ne l'ai pas payé aussi cher que ça. Il me semble que je l'avais payé 10 €. Donc là, je crois que c'est 20. Mais voilà, il y a beaucoup de choses, c'est assez accessible, et c'est plutôt intéressant. J'aime beaucoup Udemy, il y a pas mal de choses sur le RGPD aussi, sur Udemy. Ouais, donc, là, moi, au printemps, mon objectif, c'est de me former en développement sur Python et PHP. Alors, je vais aussi me former sur les réseaux informatiques, et je vais aller sur Udemy, et ça doit être 15 € chaque formation pour plusieurs dizaines d'heures. Enfin, voilà. Et, en tout cas, j'ai déjà commencé un petit peu. Je les trouve vraiment très bien faites. Alors après, je ne suis pas naïf, et puis je connais quand même suffisamment la formation pour savoir... Enfin, moi, je prends en tout cas ces formations comme un socle de départ, juste et uniquement une base, et que je ne serai pas un professionnel juste en sortant de ces formations, et qu'après, c'est comme on dit, le proverbe, l'adage,
c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Exactement. Alors, est-ce qu'on regarde un petit peu s'il y a d'autres questions dans le chat? On va vous donner nos LinkedIn. Hop, je vais le mettre. Donc moi c'est Jean-Noël Loriot, hein, et donc Clara Fouché. Donc c'est Clara qui a beaucoup plus de dextérité que moi sur le clavier et qui, voilà, qui vous met les liens dans le chat. Bon, je pense qu'on voilà, on a dû arriver à la fin de cette intervention. Alors à la base, on remercie encore une fois, hein, la plateforme Rootme, qui voilà. On demande comment s'exercer. Et bien il y a Voilà. Rootme et Rootme Donc Pro. je lis effectivement une question: avez-vous des sites ou autres pour s'exercer à fond en Python ou apprendre davantage? Ben, comme je disais, hein, il y a la plateforme Udemy. Pour les MOOC aussi, ne pas hésiter à aller sur la plateforme FunMOOC, donc Fun F-U-N, _6 MOOC M-O-O-C. Et il y a 2 formations universitaires, je crois qu'il y en a une université belge et puis une autre en France, je ne sais plus où elle est, mais c'est vraiment 2 formations. Alors je les ai repérées justement pour Python. Oui, on vous les remettra de toute façon dans la description pour la rediffusion, on vous mettra tous les liens. Tout à fait. Et puis donc Rootme aussi, hein, c'est quand même voilà. On les remercie encore pour nous avoir donné l'occasion de faire cette intervention ce matin. On espère tous les deux en tout cas qu'on a pu démystifier, vous éclairer un petit peu plus sur les métiers. Et puis voilà, n'hésitez pas, on est toujours partant pour rester en contact, donc n'hésitez pas à nous faire des demandes de mise en relation sur LinkedIn. Moi je suis aussi sur Twitter, si vous avez d'autres questions. Alors, en tout cas, voilà, comme je disais, on était à la base, on était supposé faire une intervention de 30 minutes. On a fait 1 heure. Oui, on est passionné. Hein. Voilà, désolé, on a peut-être été un petit peu long. J'espère qu'on n'aura pas été trop ennuyeux. Mais voilà. Merci beaucoup en tout cas pour votre écoute. Et n'hésitez pas à nous contacter. On est disponible sur les réseaux. Merci encore et bon week-end à tout le monde.